cap sur la République démocratique du Congo maintenant. Le président Félix Tshisekedi était en visite pour quelques jours en Belgique durant le mois de septembre. Et nous savons qu'il y a déjà une confiance accordée par son équipe et certainement par lui-même. Vous avez pu le rencontrer, discuter avec lui. Et quels étaient les sujets qui étaient au centre de cette rencontre? D'abord, ce n'est pas la première fois que je le rencontrais. Je l'ai rencontré cette année avec le président de mon parti, Elio Di Rupo. Et c'était un peu des retrouvailles d'abord. Ensuite, il a tenu son discours des priorités qui étaient les siennes, en réponse à une question posée par le président Di Rupo en disant « Que pouvons-nous faire pour vous aider ?» En étant très honnête à l'égard du président Tshisekedi en disant on ne sait pas tout faire parce que nous avons nous aussi nos contraintes et donc c'est la même philosophie que le partenariat en fait. On ne va pas promettre qu'on va tout faire, on va simplement dire comment peut-on faire pour être à vos côtés dans la réalisation de vos objectifs. Et je crois que après cela, lorsqu'il a visité Jean Blou, il a pu constater, et on a pu constater qu'il y avait un potentiel énorme, par exemple, de développement d'activités dans le domaine du secteur primaire, l'agriculture, l'horticulture, et par les discussions avec certains de ses proches collaborateurs, on a mis l'accent effectivement sur la santé, sur la stratégie de défense, sur l'éducation. Tout est à faire, en quelque sorte, pour poursuivre ce qui a été entamé. Parce que il faut partir d'un constat avec le Congo que il vaut mieux voir le verre à moitié plein que le verre à moitié vide. Et il y a des choses qui ont été faites, des défis qui ont été relevés. Il faut accentuer, il faut réorienter. Et c'est ça qui est notre devoir aujourd'hui, c'est de continuer à être à côté des responsables politiques congolais. Mais un partenariat, ça se construit aussi sur la confiance, et la confiance réciproque. Et la confiance, elle s'installe dans la durée. Et la confiance, elle s'installe aussi lorsque les partenaires se disent la même chose et de façon constante. Moi, j'ai, depuis 1999, rencontré, et je rencontre pratiquement tous les responsables politiques congolais, majorité opposition. Et j'ai toujours tenu le même discours à tout le monde. Parce que je sais que les responsables congolais se parlent. Et si, effectivement, vous voulez faire, comme on dirait chez nous, faire le malin, en jouant les uns contre les autres, ou en disant je vais faire ma politique en utilisant l'un contre l'autre, vous brisez cette confiance. Et je crois que il y a un intérêt pour tout le monde, au Congo et ici, à avoir des personnes qui peuvent avoir la confiance des différents acteurs pour faciliter peut-être certaines choses. C'est la même chose dans notre pays aussi. Hein. On peut dire que cette nouvelle relation Belgique-Congo a bien commencé pour le président, en tout cas, qui a quand même tout de suite marqué le coup après plus d'une année de frustration diplomatique en réparant toute une série de choses. Que pensez-vous de ces actes qu'il a déjà posés pour commencer son mandat? C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui avance avec ordre et méthode, avec les rondeurs qui sont les siennes, avec le bagou qui est le sien. Ce sont là des caractéristiques différentes de son prédécesseur. Il a avancé, je vais dire, de façon en cercle concentrique, puisqu'il a rencontré modestement et en allant chez ses voisins pour effectivement expliquer ce qu'il voulait faire et ses objectifs. Puis il a effectivement marqué l'empreinte du Congo sur l'ensemble du continent africain et dans les organes multinationaux du continent africain. Puis il s'est tourné, je vais dire, vers le monde extérieur avec certains partenaires et aussi Washington, et il est allé au Japon, etc. Donc il n'a fermé aucune porte. Certains se sont demandé pourquoi il voyageait autant. Je crois que c'était important de faire cela, parce que ça s'est fait en cercle concentrique. S'il s'était précipité à Washington, à Pékin, à Tokyo, avant de voir son propre pays, on lui aurait reproché. Donc ici, il a avancé avec ordre et méthode, et puis il est venu vers l'Europe, en commençant par la Belgique, avec un programme en Belgique très étoffé et fait aussi avec beaucoup de symbolique.
Par exemple, il s'est rendu, comme tout chef d'État, à la colonne du Congrès, la colonne du soldat inconnu, pour rappeler à la population belge que des Congolais sont morts pendant les guerres sous nos couleurs. Et pour rappeler, pour signaler peut-être à ses concitoyens congolais que même à l'extérieur, ils ne se souvenaient pas des sacrifices qui avaient été faits par les Congolais pour la liberté des Belges. Je crois que c'était important. Il a équilibré, il est allé à Anvers, il est allé à Gembloux, il a vu le monde économique, le monde politique, il a vu beaucoup de monde, et puis il est seulement parti vers New York pour le sommet de l'ONU, et puis il viendra sans doute compléter les visites qu'il a commencées ici avec la personne qui succédera à Madame Mogherini, M. Borrell sans doute, le nouveau président du Parlement européen. Il a vu M. Juncker, il verra sans doute le président la présidente de la Commission européenne. Je crois que aujourd'hui, il a mis en place une politique et avec des actes symboliques. Oui, la réouverture du consulat à Anvers, c'est un acte symbolique important. Je crois que la désignation d'un nouvel ambassadeur du Congo en Belgique sera très important, parce qu'être ambassadeur du Congo en Belgique, ce n'est pas être ambassadeur n'importe où. Il faudra quelqu'un qui soit polyvalent, pas un diplomate exclusivement, mais quelqu'un qui pourra à la fois parler culture, sport, éducation, enseignement, jeunesse, mais en le faisant d'une façon intelligente et en ayant beaucoup de relations, comme au niveau du Congo. L'ambassadeur de Belgique au Congo n'est jamais un ambassadeur normal. Il y en a qui doivent effectivement apprendre que l'époque a changé et qu'on est dans un pays partenaire et qu'on n'est pas une ancienne colonie. Et donc, nous n'aurons pas pour nos téléspectateurs une priorité qui est celle du Parti socialiste pour la République démocratique du Congo? Si, ça a été dit et redit après l'entretien. Les personnes que nous avons rencontrées portaient sur le domaine de la santé, ça porte aussi sur le domaine de l'éducation, et en ce qui me concerne, il est clair que la matière de défense et de sécurité, oui, j'entends bien pouvoir peut-être mettre aussi mon expérience et l'expérience acquise pour faire en sorte que ce qui avait été mis en œuvre précédemment, qui est abandonné par la suite, mais surtout par les autorités belges, puisse redémarrer. Ça peut aller à la formation d'officiers à l'école royale militaire, à l'école des sous-officiers, mais ça peut être aussi la mise à disposition d'éléments de l'armée belge pour reconstruire avec des éléments de l'armée congolaise, des dispensaires, des cantonnements à destination de l'ensemble de la population. Une armée plus proche et plus utile pour la paix. Mettre un outil à la place du fusil, par exemple. Et est-il question, dans le centre de vos débats, de voir en quelle mesure on peut travailler de concert avec la diaspora congolaise pour pouvoir mener à bien cette coopération, ce partenariat? J'ai entendu l'appel qui avait été lancé par le président pour dire et revenez, on va travailler avec vous. Je crois que cet appel devrait être entendu. Mais bien avant que l'appel ne soit lancé, nous avons effectivement déjà réuni toute une série d'acteurs de la diaspora ici, dans le secteur de la santé, par exemple, avec les collines de Selimbao, avec d'autres hôpitaux conventionnés qui pourraient travailler avec des dispensaires, et avec cette idée de créer des mutuelles de santé, la couverture universelle. Et je crois que ça, c'est un des thèmes qui tient fortement à cœur au président, dont on a rencontré un des conseillers qui a fait le tour du Congo pour dresser l'inventaire, définir une ligne du temps avec des projets d'investissement stratégiques avec des partenaires. Donc oui, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, l'éducation et la santé sont incontestablement des priorités qui rencontrent les priorités du président. Et en plus, nous avons les acteurs pour le faire, puisque les facultés de Liège et Gembloux sont performantes, l'ont été et peuvent le redevenir encore plus aujourd'hui. Et puis il y a aussi des activités portuaires qui sont Anvers, c'est avec les ports du Congo, des activités aussi de
en matière d'état civil, puisque Lubumbashi est jumelé avec Liège pour l'état civil et Kinshasa est jumelé avec Bruxelles. Et dans les acteurs politiques locaux, que ce soit le bourgmestre de Meyer à Liège ou le bourgmestre Klaus ici à Bruxelles, sont partants pour redynamiser tout cela. Donc je crois qu'à tous les étages, il y a une reprise possible. Alors pour revenir à la diaspora congolaise, on sait que vous avez une confiance, vous avez la confiance du gouvernement congolais et certainement donc du coup de la diaspora. Vous vous impliquez beaucoup. Vous étiez notamment encore ce week-end au forum de Rebranding Africa et vous multipliez vos présences en tout cas de soutien et vos messages de soutien. Vous étiez également le premier à soutenir, à faire une tribune dans la presse par rapport au président et à son élection pour permettre un peu de tasser les choses. Est-ce que vous avez un message pour cette diaspora et pour la diaspora et pour les Congolais qui sont de partout en tout cas pour ce nouveau partenariat? Avez-vous de l'espoir en ce nouveau partenariat? Moi je suis très très confiant dans ce qui arrive aujourd'hui et on est dans un processus de reconstruction, on est dans un processus où finalement des appels ont été lancés et ces appels doivent être entendus. Alors, il y a l'appel du président à ce que la diaspora puisse venir aider à ce travail qui est énorme sur le territoire du Congo. Je crois qu'il faut effectivement soutenir et comme il faut être partenaire là-bas en quelque sorte, on doit être aussi partenaire de cette diaspora pour étoffer en quelque sorte ces équipes qui se constituent pour participer à ce travail gigantesque qui doit être fait. Il y a une chance à saisir et cette chance elle doit être saisie par tout le monde. Et nous, en tant qu'émission, en tant que média, on pense qu'il est très important de communiquer les efforts que vous faites, autant ici ou qui sont faits en RDC, à cette diaspora. C'est aussi la raison pour laquelle on est là aujourd'hui, pour faire découvrir à la diaspora qu'il se fait des choses, qu'il se prépare des choses et pour permettre à tout le monde de rester confiant et de garder l'espoir dans l'avenir de ce que la Belgique compte faire ou comment il compte investir en République démocratique du Congo. L'élément le plus important, c'est on doit tous travailler ici et là-bas dans l'intérêt du peuple congolais et avec un intérêt encore plus marqué pour les plus faibles de cette population. Et je pense à ceux qui sont les plus vulnérables, comme les enfants, comme les femmes, etc. Or, les femmes ont un rôle énorme à jouer, un rôle central à jouer au Congo, parce que, comme ici d'ailleurs, c'est clair que pendant que les hommes font la guerre, les femmes doivent remplir la marmite pour que les enfants mangent. Cap sur les jeunes, étant moi-même une jeune entrepreneur, et étant jeune moi-même, pour le peu qu'il me reste de jeunesse, on va dire, qu'est-ce qu'au sein du Parti socialiste, on sait que vous accompagnez les jeunes, on va dire, du bas âge avec la santé, la mutuelle, dans leurs études, en leur permettant de notamment payer des études, d'avoir accès à la scolarité. Mais une fois la scolarité terminée, qu'on désire entreprendre, est-ce qu'il s'organise quelque chose au sein du Parti socialiste pour accompagner ces jeunes qui sont de plus en plus désireux d'entreprendre? D'abord, je crois que vous faites bien d'insister sur notre engagement pour la santé et l'éducation, parce que c'est de là que tout commence. Si nous voulons que l'enseignement soit gratuit, qu'il y ait des facilités pour alléger les charges des familles, pour permettre aux enfants d'avoir une éducation la plus complète possible et d'accéder le plus possible, de grimper l'échelle sociale grâce à cette éducation, à l'université, etc., c'était pas gagné d'avance, ce combat-là. Aujourd'hui, il y a encore beaucoup de travail à faire, parce qu'il y a encore des discriminations qui existent, il y a encore des problèmes d'accessibilité à l'enseignement et à l'enseignement supérieur, il y a encore des discriminations qui sont dues à la couleur, aux origines sociales. Ça existe dans notre pays encore, malgré tout ce que l'on fait comme déclaration. Nous ne sommes pas le plus beau pays du monde, où tout serait le mieux dans le meilleur des mondes. Et donc, il faut poursuivre ce combat. À côté de cela, il faut bien intégrer que si
une série de réformes ont été adoptées en Wallonie, par exemple, mais aussi en communauté française, où le Parti socialiste est au pouvoir, à une ou deux exceptions près, une ou deux années, ces 2 dernières années, tout ce qui a été mis en place de soutien aux entrepreneurs, aux entreprises, aux jeunes entrepreneurs, aux start-up, etc., l'ont été à l'initiative de ministres qui avaient la responsabilité du gouvernement wallon, de la communauté française. Je peux les citer. Il y a eu Guy Spitals, il y a eu Rudy Demotte, il y a eu Jean-Claude Marcourt, il y a eu Elio Di Rupo, il y a eu Paul Magnette. Tous ces gens ont travaillé sur une même ligne d'émancipation et de faire en sorte que les jeunes, quelle que soit l'orientation qu'ils prennent ou le secteur dans lequel ils veulent travailler, puissent s'épanouir et puissent effectivement développer leur activité. Et ça donne aujourd'hui des résultats parce que ici comme ailleurs, on met souvent l'accent sur ce qui ne va pas et on oublie de dire ce qui va bien. Moi, je dis toujours que même quand c'est bien, il faut le dire. Et là, c'est le rôle des médias. Effectivement, d'inverser un peu le processus, de ne pas toujours mettre l'accent sur ce qui va mal, mais arriver à trouver les choses qui vont bien et les mettre en évidence. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui fonctionnent, notamment en Wallonie. Regardez l'aéroport de Charleroi, tout ce qui tourne autour. Regardez l'aéroport de Liège, regardez le développement du Brabant wallon, le rayonnement de Bruxelles, les universités à Namur, au Luxembourg. Je crois que là, il y a un potentiel et on assiste à une société qui se reconstruit et qui peut compter sur ces jeunes, et ces jeunes doivent être aidés. J'espère que vous avez bien entendu. Oui. Alors parlons Europe. Avant de clôturer, on sait que l'Europe voilà, on fait face au fascisme, au populisme, et il semblerait que ce soit en grande partie à cause du problème de gestion du flux migratoire, notamment. Alors, comment, selon vous, est-ce que l'Europe devrait répondre ou agir à ce problème? Mais je crois que pas uniquement au problème de la migration. Oui. Regardez ce qui vient de se passer au Portugal. Si le Premier ministre portugais augmente son résultat aux dernières élections, c'est tout simplement parce qu'il a osé briser le cercle infernal de l'austérité européenne. Il est parvenu à mener une politique différente de réinvestissement dans les services publics, de revaloriser la fonction publique, les pensions, le social, et de diminuer ainsi son endettement. Donc je crois que peut-être y a-t-il, venant de Lisbonne, un signal donné comme quoi, si l'Europe veut peut-être retrouver plus de démocratie, moins de populisme et moins de fascisme, il y a peut-être à revoir sa propre politique européenne d'austérité. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, c'est vrai que nous vivons dans une Europe aujourd'hui qui était très rapidement et très grandement élargie. Et donc, on a dit tout à l'heure, il y a une distance par rapport à l'axe de solidarité nord-sud, et finalement, il y a surtout des préoccupations est-ouest. Est-ce qu'il y a encore une Europe, ou est-ce qu'il y a une Europe encore de l'Est, une Europe de l'Ouest, et une Europe du Nord et une Europe du Sud, qui perçoivent différemment les problèmes, et notamment les problèmes de migration. Alors, on ne règle pas non plus les situations de façon déséquilibrée. On ne réglera pas le problème en ouvrant totalement les frontières, comme on ne règle pas le problème en fermant totalement les frontières. Donc il faut trouver la définition sérieuse de politiques harmonisées mais compréhensibles dans leur application, dans leur exécution, parce qu'aujourd'hui, plus personne ne sait comment appliquer tels éléments de la politique européenne. Donc il faut vraiment que les responsables européens s'accordent sur une révision de la politique, mais avoir un socle commun d'exécution de cette politique, en oubliant ces attitudes tout à fait inacceptables de payer la Turquie pour tenir les migrants, ou en oubliant aussi cette politique tout à fait déshonorable de dire à certains pays on va construire des centres chez vous pour que vous teniez les gens. Non, il faut donner la priorité aux caractéristiques humaines. Mais on l'a dit tout à l'heure, il est clair que il faut aussi, dans la politique de partenariat,
faire en sorte de permettre à certains pays de développer leur propre entreprise de transformation sur place, qui permettra aux gens sur place de, même peut-être en étant venus se former ici, de repartir là-bas pour redévelopper les pays. Et on reviendra à quelque chose ainsi d'équilibré. Ici en Belgique, et il est clair que il faut arriver à une politique qui soit une politique humaine avant tout, qui ne voit pas le renvoi ou l'enfermement des enfants ou des familles avec enfants. Une fois qu'il y a une intégration, une fois qu'il y a la réalité est là, les enfants qui vont à l'école depuis autant d'années, qui sont dans un village, qui ont plein d'activités, renvoyer ces enfants, ben, c'est les condamner à errer dans le propre pays d'où ils venaient. Donc l'Europe doit redevenir humaine et l'Europe doit être moins austère dans sa façon de gérer les politiques. Il y a de la richesse. On ne va pas dire que les pays européens ne sont pas riches. Et aujourd'hui, ce qui est dramatique, et on revient à ce que nous disions tout à l'heure, c'est que comme les gens ne sont plus éduqués à la citoyenneté, ils ne comprennent plus, ils rejettent avant d'essayer de comprendre, ils rejettent l'autre et ils tombent dans des simplismes et ils tombent dans les discours. Et malheureusement aujourd'hui, en Europe comme ailleurs, c'est le discours de la brutalité qui paye. Le président des États-Unis est assez brutal dans ses propos. Et il est célèbre pour être brutal. Oui, Monsieur Erdogan n'est pas un tendre, Monsieur Netanyahou n'est pas tendre du tout, Monsieur Orban certainement pas, et il y en a encore beaucoup comme ça qui sont effectivement aujourd'hui plébiscités dans leur pays, pour combien de temps encore, alors que finalement, aujourd'hui, la population mériterait mieux que cela, elle mériterait d'avoir un traitement plus humain. Comme vous dites, c'est le discours violent qui est le discours qui gagne. Donc on sait que le Parti socialiste reste le premier parti, le plus grand parti. Donc la population fait confiance à votre politique, fait confiance à votre vision. Mais il reste une grande partie de la population qui ne croit pas dans cette vision. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à ceux qui ne croient pas, qui ne sont pas qui n'ont pas la même vision que vous de cette Europe ou de cet avenir diversifié et équilibré et qui désirent se renfermer finalement? Mais c'est-à-dire que le message qu'il faudra faire passer, c'est un message selon lequel on ne peut pas se développer et on ne peut pas dire que l'on croit en Europe et en ses principes fondateurs en ayant une attitude de repli sur soi. L'Europe a été créée certes pour des préoccupations économiques après la Deuxième Guerre mondiale, préoccupations de reconstruction. L'Europe a permis de vivre en paix pendant un certain nombre d'années, mais aujourd'hui les frontières réapparaissent et donc on est en train de, si vous me passez l'expression, de rétropédaler. On est en train de détricoter ce qui a été créé à un certain moment. On s'est réjoui en 1989 de la chute du mur de Berlin, mais aujourd'hui on reconstruit des murs, on reconstruit des frontières. C'est pas comme ça que l'on va faire progresser les principes généreux d'une Europe solidaire, ouverte sur le monde. Mais malheureusement, aujourd'hui, parce qu'il n'y a plus cette à nouveau cette éducation, il n'y a plus non plus cette approche géopolitique des choses. Aujourd'hui, on s'intéresse à son quotidien, peut-être à juste titre, parce qu'il y a des préoccupations de logement, des préoccupations d'éducation, des préoccupations de santé. Et là, effectivement, c'est à l'Europe qu'il faut interpeller en disant, mais est-ce que ce n'est pas votre politique basée sur l'économique, l'austérité, le budgétaire qui fait qu'aujourd'hui la population, obligée à se replier sur elle-même, ne croit plus en vous? L'humain fait de moins en moins partie de Absolument. la politique européenne. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Flao. Voilà. Et pour nos téléspectateurs, nous avons 2-3 petites questions pour terminer, qui sont beaucoup plus personnelles. Oui. Voilà. Et on commencerait, on aimerait savoir qui est Monsieur André Flao lorsqu'il ne porte pas sa casquette politique. Je suis moi-même. Quand j'ai commencé à faire
de la politique, j'avais un ami qui était dans les communications, qui m'avait expliqué que ma moustache, finalement, c'était pas de bon ton à l'époque, que j'aurais dû porter des bretelles, que finalement, le cordon que je tenais aux lunettes n'était pas bon. Je lui ai dit, écoute, tu fais ce que tu veux. Non, je le vous voyais à l'époque, je dis, vous faites ce que vous voulez. Puis moi, je resterai toujours moi-même et je ne jouerai jamais la comédie. Et donc, comme vous me voyez comme responsable politique, dans la façon dont j'ai répondu à vos questions, je l'ai fait de façon spontanée. Dans la façon de me comporter au quotidien, je me comporte comme ça parce que je crois qu'avec le temps, et mon privé et mon public se sont confondus et il n'y a qu'un seul André Flao, celui que je suis. Et on se demandait aussi, le petit insigne rouge que vous portez ici, que représente-t-il? Alors, beaucoup de personnes m'ont posé la question, s'interrogent. Ça n'a rien à voir avec une appartenance philosophique, maçonnique, religieuse ou autre. 2, la couleur rouge n'a rien à voir avec le fait que c'est le Parti socialiste ou pas. C'est simplement un triangle qui rappelle le triangle qui était porté par les prisonniers politiques dans les camps de concentration. Et donc, cette œuvre de mémoire que de porter cela, et surtout c'est important à l'époque où nous vivons, où il y a énormément de racisme, de rejet, de danger pour la démocratie, et c'est ma forme à moi d'exprimer ma résistance à toutes ces idées contraires à la démocratie, et c'est ma forme à moi d'aller à contre-courant. Et Monsieur Flao a également des capsules qu'il fait sur YouTube qu'il appelle ainsi dire coup de cœur, coup de gueule. Avez-vous aujourd'hui un coup de cœur quel est votre coup de cœur du moment et puis votre coup de gueule du moment? Ben le coup de gueule du moment, c'est effectivement tous ces conflits qui perdurent et auxquels on n'apporte pas de solution. C'est-à-dire, chaque jour, on pourrait faire un coup de gueule sur des conflits qui perdurent. Le coup de cœur, je vous ai dit, il y a le résultat au Portugal. C'est effectivement encourageant et ça nous dit que finalement, là où on applique plus de politique socialiste, plus les résultats sont porteurs pour l'ensemble de la population. Et puis, des coups de cœur plus légers, même avec un peu d'émotion, c'est cette disparition d'un dessinateur de bande dessinée du petit Spirou. J'adore les bandes dessinées et je trouve que ce petit Spirou devenu orphelin, c'est triste pour tout le monde. Mais c'est sans doute moins triste que tous ces enfants dans le monde entier qui souffrent. Certainement. Et pour terminer cette émission avec nos téléspectateurs, avez-vous un dernier mot à dire autant aux Belges qui nous regardent, aux Congolais ou à quiconque nous regarde de n'importe où qu'il sera? D'abord, je remercie pour l'entretien. Et puis, il y a quelque chose qui transpire tout au long de cet entretien et j'espère pouvoir communiquer suffisamment. C'est mon optimisme et ma volonté de poursuivre le travail pour transformer avec l'ensemble de la population, qu'elle soit d'ici ou ailleurs, la société dans laquelle nous vivons pour la solidarité, la liberté et la paix partout. Donc, merci beaucoup de nous avoir suivis, chers téléspectateurs, et n'hésitez pas à rester connectés avec l'actualité de Monsieur Flao. Il est disponible sur les médias sociaux, on vous notera les liens sur YouTube, Twitter, Facebook, Instagram, et n'hésitez pas à rester connectés avec l'actualité d'Entretemps pour en savoir plus. N'hésitez pas à vous abonner et puis à nous dire ce que vous avez pensé de cet entretien. En attendant et entre-temps, portez-vous bien et au plaisir.